Bonjour. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je vais vous exposer. Donc, c'est une communication concernant donc l'exploration biochimique du foie. Je peux enlever ça. D'accord? Donc, le choix de ce titre n'est pas aléatoire, mais donc, il est basé sur plusieurs critères, parmi lesquels, par exemple, je sais que tous les laborantins de santé publique qui sont au niveau des différents laboratoires, ils sont tout le temps en train de faire des bilans hépatiques, de doser tous les paramètres du bilan hépatique, mais en fait, ça tire du point de vue théorique, donc il y a beaucoup de lacunes. Et puis, donc, j'aimerais bien de renouveler leur connaissance quant à cette exploration biochimique du foie, c'est-à-dire mettre les paramètres dans chaque syndrome, etc. C'est pareil pour les médecins. Il y a beaucoup de médecins cliniciens donc, qui nous demandent, on reçoit des ordonnances de demande bilan hépatique et transaminase. Donc, c'est des erreurs que le technicien peut détecter déjà à partir de cette communication. Donc là, c'est l'exploration biochimique du foie, donc, sachant que le foie, donc, c'est un organe abdominal qui fait partie de l'appareil digestif. C'est la plus grande glande de l'organisme, donc avec une grande capacité de régénération. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on enlève une partie du foie, donc cette partie va être régénérée en quelques mois. Donc, c'est une fonction qui est très importante pour le foie, vu donc le nombre, donc les 300 fonctions qu'il assure, que le foie assure. Donc là, c'est un tissu qui est très noble. Donc, ces fonctions sont résumées, donc elles sont très nombreuses, mais les plus importantes, c'est la régulation de la glycémie. Donc, quelqu'un qui va présenter un problème hépatique et non pas un problème pancréatique, sachant que le diabète, c'est surtout donc un problème pancréatique, type 1, mais si une personne présente un problème hépatique, elle va avoir une hyperglycémie ou bien une hypoglycémie selon donc l'atteinte hépatique. Donc là, le foie, pourquoi? Il régule la glycémie, le taux de glucose dans le sang. Comment? C'est lui qui est à l'origine. Donc, c'est l'organe où se fait la synthèse du glucose à partir des acides aminés, à partir des acides gras. C'est ce qu'on appelle la néoglycogénèse. Mais également, c'est l'organe qui stocke le glucose sous forme de glycogène. Et en cas de jeûne et dans les périodes interprandiales, il permet donc d'approvisionner le sang en glucose. Comme ça, l'organisme il aura toujours une glycémie à 1 gramme supérieure à 1 gramme par litre, enfin 1 gramme par litre à jeun. Et là, donc, et vous savez que toute hypoglycémie, elle est très néfaste pour les cellules de l'organisme, en l'occurrence le cerveau, donc qui ne peut pas supporter donc, une baisse de la glycémie. La deuxième grande fonction du foie, c'est la synthèse des sels biliaires, ce sont les acides biliaires. Ces acides biliaires, ils sont synthétisés dans le foie à partir du cholestérol libre. Donc, c'est lui qui devient de sels biliaires qui sont en nombre de 2. Donc, quel est le rôle de ces sels biliaires? Ces sels biliaires, donc, ils vont être déversés dans le duodénum, c'est-à-dire dans l'intestin. Et là, ils permettent d'émissionner les graisses d'origine. Ils permettent de les digérer. Donc, s'il n'y a pas de sels biliaires, tout ce qu'on prend comme lipides dans l'alimentation, il va pas rentrer, les acides gras ne rentrent pas dans le sang. Par contre, ils seront déversés, ils seront éliminés par les selles. C'est grâce aux sels biliaires qu'il y a donc une digestion, une absorption donc des acides gras, du cholestérol, etc. Vous avez également la grande fonction d'élimination des produits du catabolisme. La molécule la plus importante, c'est l'urée. Donc, le catabolisme, plusieurs catabolismes, parmi lesquels le catabolisme protésique, sachant que quand les protéines vont être dégradées, se dégradent dans l'acide aminé, ensuite les acides aminés, bien sûr, ils se dégradent, et qu'est-ce qu'ils libèrent? Ils libèrent ce qu'on appelle l'ammoniac qui est le NH3. Le foie, qu'est-ce qu'il fait? Sachant que le NH3, il est très toxique, il ne peut pas être déversé dans le sang, il est toxique pour toutes les cellules de l'organisme, en l'occurrence le cerveau. Donc, quand on a un taux élevé de NH3, donc la personne peut tomber. D'accord? C'est la toxicité de cette molécule de NH3. Et pour remédier à cela, qu'est-ce qu'il fait le foie? Il va condenser ces molécules de NH3 dans une molécule qui est appelée urée. Donc, l'urée, c'est une forme de masquage donc de ce NH3. Sachant qu'une molécule d'urée, donc,
elle peut masquer elle renferme 2 molécules de NH3, d'ammoniac. Donc, c'est une fonction qui est très importante. En cas d'insuffisance hépatique, le malade peut tomber dans un coma hépatique par accumulation de NH3 dans le sang. Et bien sûr, la synthèse des protéines plasmatiques. La plupart, 90% des protéines sont synthétisées dans le foie, des protéines qui sont déversées dans le sang plasmatique. Elles sont déversées dans le sang, parmi lesquelles les facteurs. Donc, quand il y a un déficit, sachant que ces facteurs de la coagulation, c'est des protéines, s'il y a une insuffisance hépatique, bien sûr, il y aura donc un déficit et bien sûr, la personne va présenter donc, des hémorragies. Bien sûr, ces différentes fonctions, donc, pour les explorer, elles sont rassemblées dans 3 grandes activités ou syndromes. Syndrome hépatique, dont l'exploration permet d'orienter le diagnostic d'une atteinte hépatique. On a 3 types de syndromes. Les grands syndromes, le syndrome de cytolyse, le syndrome de cholestase et le syndrome d'insuffisance hépatique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, donc, nous, au niveau du laboratoire, on fait donc, les transaminases, bilirubine, phosphatase alcaline, gamma-GT, etc. Mais ces différents facteurs, ces paramètres biochimiques sont rassemblés dans 3 syndromes. C'est-à-dire que par rapport donc, aux variations du taux de ces paramètres, donc, on peut orienter donc, le clinicien vers un syndrome de cytolyse ou bien un syndrome de cholestase ou bien un syndrome d'insuffisance hépatique. Donc, je commence par le syndrome de cytolyse. Comme son nom l'indique, cytolyse, c'est une lyse des cellules hépatiques. Ce syndrome traduit une atteinte de la membrane hépatocytaire, c'est-à-dire la membrane des cellules hépatiques, elle est atteinte, donc elle est détruite, donc destruction de la membrane qui définit la nécrose hépatocytaire, ou bien augmentation de la perméabilité membranaire. Donc, si la membrane est détruite, elle va, donc c'est un problème, ou bien gonfler que tous les éléments intracellulaires vont être libérés dans le sang, c'est ce qu'on appelle l'augmentation de la perméabilité des composants biochimiques du foie passent dans la circulation. Mais en cas d'atteinte, en cas d'augmentation, donc un afflux donc, des composants intracellulaires hépatiques vers le sang. Et bien sûr, ça sera détecté au niveau du sang et on sera orienté vers tel ou tel syndrome. Par exemple, ici, dans le syndrome de cytolyse hépatique. Les conséquences de cette cytolyse, de cette atteinte de la membrane hépatocytaire, les substances normalement contenues dans l'hépatocyte vont être, bien sûr, ce sont des petits capillaires au niveau, à l'intérieur du foie, les petits vaisseaux, et leur concentration dans le sang périphérique va augmenter. Donc, le contenu donc, bien sûr en enzymes, en substances, en bilirubine, etc., ils vont être déversés dans la circulation. Donc, quels sont ces composés? C'est surtout les enzymes intracellulaires et la bilirubine. Donc là, bien sûr, il y aura d'autres paramètres, mais donc, ce sont les paramètres les plus courants qu'on peut doser et qui peuvent être, bien sûr, qui peuvent nous orienter vers le syndrome de cytolyse hépatique. Je commence par les enzymes intracellulaires. Parmi les enzymes, vous avez les transaminases. Il n'y a pas, c'est tout le monde qui connaît c'est quoi une transaminase, mais donc là, il y a un appel avant GOT, GPT, mais maintenant c'est AZAT, ALAT, tout en sachant que AZAT, c'est l'aspartate, AS, c'est aspartate, le deuxième A, c'est aminotransférase, et l'ALAT ou bien GPT, c'est l'alanine aminotransférase. Quel est donc le rôle de ces transaminases? Ces transaminases interviennent dans le métabolisme des acides aminés. Donc là, c'est-à-dire les acides aminés, quand ils subissent à l'intérieur des cellules hépatiques, mais également partout, dans les globules rouges, dans le foie, dans les muscles, dans le cœur, ils subissent des modifications, des transformations biochimiques, et ces enzymes vont intervenir donc pour catalyser les réactions de ces transformations. Regardez la réaction catalysée par la LAT, c'est alanine plus alpha-cétoglutarate va donner pyruvate et glutamate. Regardez, par exemple, cette réaction, elle est réversible. Donc, quel est l'intérêt de cette réaction? Si au niveau du foie, il y a beaucoup d'alanine, cette alanine, regardez, il peut se transformer en pyruvate. D'accord? Pyruvate qui est normalement un produit de la glycolyse, de la dégradation des acides aminés, mais également, donc il peut avoir plusieurs origines.
Mais c'est le contraire, puisque la réaction est réversible. Si on a beaucoup de pyruvate, on a un manque d'alanine, c'est-à-dire l'alimentation ne ramène pas beaucoup d'acides aminés à l'alanine. Regardez, l'organisme, il peut pallier à ce problème. Regardez, il va transformer le pyruvate en alanine. C'est une réaction réversible. Même chose pour l'acide aminé. Regardez, alpha-cétoglutarate, c'est un acide alpha-cétonique. Il se transforme en glutamate. Regardez, le glutamate, ce n'est pas un acide aminé indispensable. À partir de cette réaction, si on a de l'alpha-cétoglutarate, l'organisme peut fabriquer du pyruvate, du glutamate. C'est pour ça que ce glutamate ne représente pas un acide aminé indispensable. Il peut être synthétisé à partir de cette réaction qui est catalysée par l'alate. Regardez, c'est juste, on appelle alate également, j'ai mis entre parenthèses GPT. GPT, c'est quoi? G, c'est glutamate. Regardez, P, pyruvate, et T, transférase. D'accord? C'est juste pour, je sais que donc l'ancienne appellation, il y a des labos qui continuent d'appeler donc ces enzymes GOT-GPT, juste savoir quelle est la correspondance de chaque donc enzyme par rapport à la nouvelle nomenclature. L'azate, c'est l'aspartate aminotransférase. Également, elle catalyse une réaction réversible. Aspartate plus alpha-cétoglutarate va donner oxaloacétate plus glutamate. Regardez là aussi, le glutamate, regardez, donc c'est un acide aminé qui est très important. Regardez, par ces deux voies, il peut être synthétisé à partir de l'alpha-cétoglutarate. Là aussi, cette réaction, qu'est-ce qu'elle transforme? Elle peut transformer l'aspartate en oxaloacétate, comme elle peut transformer l'oxaloacétate en aspartate. Donc, tout ça, tout dépend. Maintenant, le sens de la réaction dépend des besoins de la cellule hépatique. Et là, donc, ces azatalates, elles ne sont pas uniquement donc, présentes dans le foie, mais elles sont présentes dans le globule rouge, au niveau des poumons, des muscles, du cœur, du cerveau, etc. Elles existent un peu partout. La deuxième enzyme, c'est la LDH. La LDH, c'est la lactate déshydrogénase. Donc là, c'est une enzyme qui est très importante. Regardez, elle catalyse la transformation du pyruvate en lactate. Regardez, cette réaction est très importante. Donc, c'est le produit, le pyruvate, c'est le produit de la glycolyse anaérobie. Regardez, si je prends par exemple le globule rouge, il n'a pas de mitochondries. Donc, quand le glucose se dégrade par l'intermédiaire de la glycolyse, il arrive au pyruvate. Donc, il s'arrête là parce qu'il n'y a pas de mitochondries, donc il n'y a pas d'oxygène. Eh bien, ce pyruvate, il ne va pas s'accumuler. Dès qu'il se forme au niveau du globule rouge, il se transforme en lactate. Il faut qu'il se transforme en lactate pour régénérer le NAD. Regardez, parce que pyruvate, donc une fois que le pyruvate est formé, il y a également du NADH H+ qui est formé par l'intermédiaire des 10 réactions. Mais une fois que il faut qu'il y ait cette transformation grâce à la LDH. Le lactate, d'une part, qui va être formé, donc, il peut passer dans le sang il peut passer dans le sang pour reformer également du glucose. Mais l'intérêt de cette réaction, c'est la formation du NAD+. C'est au niveau du globule rouge, c'est la seule réaction qui permet de régénérer le NAD+. Ce NAD+, il va permettre d'alimenter d'autres voies de la glycolyse. Donc, s'il n'y aura pas de NAD+, il n'y aura pas d'autres voies de dégradation du glucose, sachant que le but de la glycolyse, c'est la fabrication de l'ATP. Le globule rouge, s'il n'a pas de NAD+, qui est régénéré grâce à cette réaction, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir, il n'a pas d'ATP, donc son métabolisme s'arrête. Donc la LDH, c'est la lactate déshydrogénase. Troisième enzyme, l'aldolase. L'aldolase, c'est une enzyme également de la glycolyse, donc qui existe un peu partout. Elle transforme le fructose 1,6-biphosphate en phosphoglycérald D3-phosphate et d'hydroxyacétone phosphate. C'est une enzyme qui n'est pas uniquement présente au niveau du foie, mais également au niveau des muscles et au niveau des globules rouges. Donc là, elle est présente dans le foie, mais donc on l'associe surtout aux enzymes musculaires, puisque donc au niveau des muscles, elle est très importante. Donc, elle est très représentée au niveau musculaire. Elle fera partie donc des enzymes musculaires. Et bien sûr, les enzymes intracellulaires, la bilirubine, bien sûr, c'est pas une enzyme, c'est le produit de dégradation de l'hémoglobine. Bien sûr, cette hémoglobine, elle peut être libre ou bien totale ou bien directe. Là, c'est la bilirubine directe conjuguée ou bien non conjuguée, sachant que la conjugaison, donc, elle se fait au niveau
donc au niveau du foie. Donc, ce sont les produits. Bien sûr, il y a d'autres enzymes et d'autres produits. Les plus importants pour explorer donc la cytolyse hépatique, ces paramètres nous suffisent, surtout transaminase, LDH, bilirubine et accessoirement l'aldolase. Donc, comme pour explorer donc le syndrome de cytolyse hépatique en routine, on détermine l'activité de ces transaminases sur un sérum ou bien plasma hépariné non hémolysé. Donc, pourquoi non hémolysé? Regardez, les transaminases, elles sont présentes à l'état normal dans le globule rouge. Si le sérum il est hémolysé, elles seront déversées dans la circulation et j'aurai donc des erreurs par excès. Un excès, donc là, il faut être sûr que le sérum n'est pas hémolysé pour pouvoir faire poser ces transaminases. Bien sûr, les valeurs normales, pour les deux, c'est inférieur, donc entre 1 et 40 unités internationales par litre. Dans quel cas, donc, les transaminases sont augmentées, donc toujours dans le cas du syndrome de cytolyse. Quand on a les causes, et puis quelles sont les causes de ces augmentations? Si les augmentations sont très fortes, c'est-à-dire elles sont à 15 fois à la valeur supérieure de la normale, imaginez 40 fois 15. Donc, ceci, donc on voit ces augmentations fortes quand il y a des hépatites virales, B ou bien C, ou bien même la A, des fois, et les hépatites auto-immunes. Donc, les hépatites auto-immunes, donc, c'est des anticorps, c'est des propres anticorps, c'est des auto-anticorps qui détruisent les cellules hépatiques et logiquement, donc, même les virus, ils vont détruire les membranes hépatocytaires et ils vont déverser tout dans la circulation. Il y a d'autres syndromes où le syndrome de cytolyse où l'augmentation est faible, c'est-à-dire elle est inférieure à 10 fois la valeur supérieure de la normale. Bien sûr, toujours est-il que c'est une augmentation, mais qui n'est pas aussi importante que celle des hépatites. Donc là, quelles sont les causes de ces? Donc, ce sont les hépatites chroniques. Donc là, bien sûr, l'hépatite aiguë. Donc tout ce qui est aigu, c'est très important. Et bien sûr, par la suite, ça diminue, mais ça reste toujours élevé. Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'hépatite chronique. Mais également, donc, la maladie de Wilson, donc, c'est un cas. Donc, c'est un déficit en céroplasmie qui permet donc l'accumulation du cuivre dans le foie, mais c'est une forme enfin, c'est une maladie inflammatoire du foie qui évolue vers la cirrhose. Donc là, donc il y aura toujours une augmentation des valeurs des transaminases. Vous avez également des glycogénases. Donc, ce sont des maladies qui entraînent l'accumulation d'un glycogène anormal au niveau du foie. Et là, donc, il va y avoir une réaction. Donc, ce glycogène anormal qui est concentré, qui reste au niveau du foie, il va créer le métabolisme et ça va créer donc une inflammation des cellules, donc une destruction des membranes hépatocytaires. Et bien sûr, ça donne un syndrome de cytolyse. Et là, on va tomber dans ce type donc d'augmentation des transaminases. Donc deuxième, donc on se base sur les transaminases. La bilirubine totale est élevée. Donc là, bien sûr, c'est la fraction qui est élevée parce que souvent, parce qu'il y a également des pathologies hépatiques dans lesquelles la bilirubine donc n'est pas conjuguée, mais dans ce type de situation, un vrai syndrome de cytolyse, c'est la bilirubine totale qui est élevée, et bien, tout simplement parce que cette conjugaison se fait à l'intérieur des cellules hépatiques. Et bien sûr, l'activité LDH. LDH elle est également très élevée, sachant que les valeurs normales sont comprises entre 160 et 430 unités internationales par litre. Bien sûr, quand on a des valeurs on reçoit un bilan, donc un bilan hépatique perturbé, transaminase élevée, bilirubine totale élevée, LDH élevé, on est sûr que c'est un syndrome de cytolyse. Mais des fois, il y a des contradictions clinico-biologiques. Donc, bien sûr, ces résultats, ils sont à confronter avec l'interrogatoire, les données cliniques et les données, bien sûr, l'imagerie, donc pour voir est-ce qu'il y a une atteinte hépatique qui est visible à l'échographie ou bien au scanner. Mais là, qu'est-ce que j'ai parlé de transaminase, bilirubine et surtout LDH, mais transaminase plus LDH élevé ne signifie pas hépatique. Parce que tout simplement, ces enzymes existent un peu partout. Donc, j'ai dit les globules rouges. Une simple hémolyse vous donne élévation des transaminases et élévation de la LDH. D'accord? Mais également des maladies hépatiques. Donc, les reins, on a vu dans le Covid, donc
La LDH est très élevée avec les transaminases. Pourquoi? D'une part, donc l'atteinte hépatique, mais également il y a l'atteinte pulmonaire, surtout en ce qui concerne la LDH et transaminase. Les deux enzymes existent dans dans les poumons. Donc là, LDH et transaminase élevées, oui, ça peut le plus souvent, donc si tous les hépatiques, mais ça peut être donc dû soit à une hémolyse très importante ou bien une atteinte rénale, hépatique, splénique ou bien cardiaque. D'accord? Donc, regardez, ces deux types d'enzymes sont élevés en cas d'hémolyse, souffrance cardiaque, rhabdomyolyse, c'est-à-dire une atteinte, une lyse des cellules musculaires, mais également dans d'autres syndromes, les maladies hépatiques, cholestase, maladies vasculaires du foie, déficit héréditaire. Donc, sachant que vous allez voir que même dans les autres syndromes, il y a toujours un petit syndrome de cytolyse qui est associé, même s'il s'agit pas vraiment de la base, c'est une origine cytolytique du foie. D'où l'intérêt, donc là, ce que j'ai mis en bleu, du dosage plasmatique de l'OCT, c'est l'ornithine transcarbamylase. Donc l'OCT, c'est quoi? C'est une enzyme spécifique du foie. C'est une enzyme de cycle de l'urée, sachant que l'urée, le foie, c'est le seul organe qui synthétise l'urée, bien sûr à partir de molécules de NH3. Donc là, cette enzyme, donc il est souhaitable de se baser sur ce paramètre pour évaluer la fonction cytolytique du foie. Parce que si elle est élevée, je suis sûre que donc l'origine, elle est hépatique, elle ne peut pas être d'origine autre, parce que cette enzyme elle existe uniquement dans le foie. Donc c'est une enzyme de uréogenèse, donc très pathognomique du foie et de l'atteinte hépatique, mais malheureusement, elle n'est pas dosée habituellement, tout simplement parce que donc c'est un paramètre qui est très coûteux. Donc là, et puis donc il est très coûteux, mais il existe. Mais enfin, la plupart bien sûr des laboratoires et puis donc utilisent. Il n'est pas vraiment dosé, d'accord. On le dose rarement. Bien sûr, en cas de syndrome de cytolyse, les valeurs de l'OCT seront très élevées. Donc, si vous avez transaminase, LDH et OCT élevés, donc pour éviter tout ça, donc il aurait préférable de doser l'OCT uniquement et non pas, c'est-à-dire si on est orienté cliniquement vers une atteinte hépatique, bien sûr, il faut que ça soit cytolyse hépatique. Ce seul paramètre permet de faire le diagnostic de cytolyse. Le syndrome de cholestase, c'est le deuxième syndrome donc, du foie. C'est quoi la cholestase? C'est un obstacle à l'évacuation de la bile, entraînant une diminution de la sécrétion biliaire et son accumulation dans le sang, pouvant provoquer un ictère. Donc là, le foie, c'est pas une insuffisance hépatique ou bien c'est une liste des cellules hépatiques, mais ici c'est un obstacle. Ça peut être un calcul, ça peut être une tumeur à l'intérieur du foie, un calcul au niveau de la voie biliaire ou bien au niveau des voies biliaires extra-hépatiques. Donc là, c'est un obstacle de la bile. La bile, elle est synthétisée dans les cellules hépatiques. Elle sera normalement déversée dans la vésicule biliaire pour être éliminée à partir du cholédoque dans le duodénum une fois que l'arrivée donc, du bol alimentaire qui est riche en lipides. Donc là, s'il y a un obstacle donc, de cette élimination de cette sécrétion, cette bilirubine, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'être déversée dans le duodénum, elle va s'accumuler dans le foie, ensuite elle va être refoulée dans le sang. Qu'est-ce qu'on aura? On aura au niveau du sang beaucoup de bilirubine et ça donne ce qu'on appelle cet ictère qui est une coloration jaune des teguments et des muqueuses. Donc cette cholestase, c'est une stase de la foulée dans le sang. Donc elle peut être de deux origines. C'est une cholestase par obstacle intrahépatique. Donc là, généralement, c'est des cancers. Enfin, c'est des tumeurs soit bénignes, soit malignes. C'est des kystes. On peut avoir un kyste idiatique, etc. Donc, c'est des obstacles à l'évacuation de la bile. Ou bien une cholestase extrahépatique. Donc, c'est un obstacle mécanique entravant l'évacuation de la bile dans l'arbre biliaire. Ici, c'est les voies biliaires. Donc, lithiase biliaire, c'est un calcul au niveau de la vésicule biliaire, un gros calcul qui empêche donc, le stockage de la bile. Ou bien un calcul du canal cholédoque, c'est le canal qui permet de déverser donc, cette bile au niveau du duodénum, ou bien un cancer de la tête du pancréas. Donc, ce cancer est tellement important qu'il va donc obstruer ce canal biliaire, bien sûr, de l'extérieur. Et ça empêche
donc ce déversement de la bile dans les intestins. Conséquence, la bile et tout son contenu, donc vous savez que la bile, donc c'est du liquide qui contient beaucoup de substances, parmi lesquelles les acides biliaires, vous avez également du cholestérol libre. Donc là, toutes ces substances seront déversées, bien sûr, dans la circulation. La bile et tout son contenu dans les acides biliaires, au lieu d'être excrétés dans le duodénum, vont être refoulés et s'accumuler dans le foie et le sang. Et vu leur activité détergente, regardez ces acides-là, donc détergents, c'est-à-dire ils vont déplacer donc, toutes les molécules membranaires parmi lesquelles les enzymes, leur activité, ils entraînent la libération des enzymes membranaires du système hépatobiliaire vers le sang. Ici, regardez, ce n'est pas une cytolyse, mais ces acides biliaires, ils vont donc laver les membranes hépatocytaires et là, sachant que toutes les enzymes qui se trouvent au niveau des membranes hépatocytaires, elles vont être déversées dans la circulation sanguine. Quelles sont ces enzymes qui vont être élevées en cas de cholestase intra ou bien extra-hépatique? Les phosphatases alcalines. Ce sont des enzymes, des parois hépatocytaires, mais également des canaux biliaires. Elles catalysent en milieu alcalin bien les réactions de déphosphorylation de molécules phosphorylées telles que les protéines, les nucléotides. Donc, phosphatase alcaline, en milieu alcalin, elles détachent un phosphate de ces molécules. La deuxième enzyme, c'est la gamma-GT, c'est la gamma-glutamyltransférase. Elle catalyse la réaction de transfert des acides aminés à travers les membranes cellulaires de plusieurs organes. C'est une enzyme qui se trouve à la membrane des cellules hépatiques, mais également au niveau du foie, au niveau des intestins, du pancréas et des reins. Qu'est-ce qu'elle permet, cette enzyme? Elle permet de faire entrer donc, les acides aminés du milieu vasculaire vers l'intérieur des cellules. Et vous avez la 5'-nucléotidase. C'est une enzyme membranaire de système hépatobiliaire qui hydrolyse les groupements phosphates en position 5' des nucléotides. Également, elles hydrolysent les phosphates pour elle va détacher ces phosphates des nucléotides, des molécules nucléotides. Donc, le diagnostic biologique d'un syndrome de cholestase, bien sûr, cliniquement, vous avez un ictère qui est dû à la bilirubine, des urines foncées et celles décolorées. Pourquoi les urines foncées et celles décolorées? Parce qu'il n'y a plus d'acide biliaire, de bile au niveau des intestins. Sachant que ces acides biliaires, c'est eux qui permettent de donner la couleur des selles, mais également donc, la transparence des urines. Mais quand il n'y a pas des acides biliaires, les urines deviennent foncées et les selles deviennent décolorées. Vous avez le prurite. Donc, les prurites, c'est lésions de grattage. Donc, les prurites, c'est la sensation de démangeaison. D'accord? Démangeaison, c'est dû à quoi, généralement? Donc, c'est dû aux acides biliaires. Donc, ils vont quand même permettre de léser donc, les cellules de la peau. Et là, donc, le patient va sentir une sensation de démangeaison, bien sûr, qui va être suivie de lésions de grattage. Ça, de point de vue clinique. Donc là, quand on voit quelqu'un qui a un ictère, on est sûr, surtout quand il est très foncé. Il faut avoir dans la tête qu'il a un syndrome de cholestase. Il faut penser donc à une maladie extra-hépatique ou bien extra-hépatique, c'est-à-dire des voies biliaires. Biologiquement, bien sûr, les phosphatases alcalines seront très élevées. C'est l'élément clé de la cholestase, les phosphatases alcalines. Mais il faut écarter l'origine osseuse et placentaire. Parce que les phosphatases alcalines, il y a d'origine hépatique, c'est les plus importants, mais également l'origine osseuse. Regardez, au niveau de l'os, il y a beaucoup de phosphatases alcalines. D'ailleurs, chez l'enfant qui est en pleine croissance, les phosphatases alcalines sont très élevées. D'ailleurs, même les valeurs normales, les phosphatases alcalines, il y a une différence entre l'adulte et l'enfant. Pourquoi l'enfant? Parce qu'il est en pleine croissance et il est très important, il est actif. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, cette augmentation des phosphatases alcalines, donc, c'est un point significatif de l'activité osseuse, bien sûr, chez cet enfant. Vous avez également la phosphaline d'origine placentaire. La femme enceinte, donc le placenta chez la femme enceinte, donc ce placenta fabrique des phosphatases alcalines. Donc là, quand on voit que les phosphatases alcalines sont très élevées, il faut écarter, donc il faut demander l'âge des patients pour écarter l'origine osseuse et il faut demander est-ce que la femme est enceinte pour écarter l'origine placentaire. Mais
qu'en dehors de la grossesse et des enfants, la phosphatase, quand elles sont très élevées, c'est pathognomonique des syndromes de cholestase. L'augmentation de la 5'-nucléotidase. Là aussi, c'est une enzyme qui ne se fait pas souvent, c'est-à-dire de routine, mais quand même qui est très importante. Elle est intéressée chez l'enfant et la femme enceinte. Son augmentation associée aux phosphatase alcaline élimine l'origine osseuse ou placenta. Regardez, quand on a phosphatase alcaline, il est préférable de doser également la 5'-nucléotidase. Si j'ai les deux qui sont élevés, je suis sûre que c'est d'origine hépatique. Maintenant, si la 5'-nucléotidase est normale et phosphatase alcaline est élevée, donc soit c'est un enfant, soit c'est une femme enceinte. Donc, cette enzyme va permettre d'éliminer donc l'origine osseuse ou placentaire, donc d'une augmentation des phosphatases alcalines. Troisièmement, c'est la gamma-GT. Donc, c'est l'augmentation de la gamma-GT qui est également une enzyme hépatobiliaire, c'est-à-dire des cellules biliaires. Donc, elle permet d'éliminer l'origine osseuse de l'augmentation des phosphatases alcalines en dehors de la grossesse. Là aussi, la gamma-GT, donc, c'est une enzyme qui ne se trouve pas au niveau de l'os, d'accord? Donc, ni au niveau du placenta, c'est presque pareil pour la 5'-nucléotidase, sauf que la gamma-GT, elle est de routine, elle est dosée de routine. Si on a phosphatase alcaline élevée et gamma-GT élevée, ça veut dire que je peux dire que dans 90% des cas, c'est d'origine hépatique ni placentaire. Bien sûr, on aura augmentation de la bilirubine totale et directe. Donc là, bien sûr, c'est au dépend de la directe. Ici, la bilirubine, elle sera très importante. Elle est beaucoup plus importante que dans le syndrome de cytolyse. Surtout lorsque l'obstacle est extra-hépatique, c'est-à-dire la vésicule biliaire ou bien le canal cholédoque. Et on a également regardé, donc on a parlé normalement phosphatase alcaline, gamma-GT, 5'-nucléotidase, mais également on remarque qu'il y a une légère augmentation des transaminases. Donc ça, c'est toujours dans un syndrome de cholestase, on trouve toujours des transaminases élevées, mais on les trouve vers 100, 120, 140, inférieures à 200 généralement. Tout simplement parce que cette pathologie, donc cette cholestase hépatique, elle va créer une certaine souffrance de la cellule et des cellules hépatocytaires qui laisse libérer, surtout la perméabilité, qui laisse libérer un peu donc, de transaminases. Donc, c'est très logique d'avoir des transaminases légèrement élevées dans un syndrome de cholestase hépatique. Mais le plus important, ce sont les phosphatidines et la gamma-GT. Puis, c'est notre paramètre que j'ai mis en bleu là aussi. Donc, on ne dose pas de routine, il faut avoir une électrophorèse. C'est la recherche de l'électrophorèse des lipoprotéines. Donc, c'est une électrophorèse de routine des lipoprotéines. On a les fractions HDL, bêta pré-bêta, donc et alpha, c'est-à-dire alpha, c'est la HDL cholestérol, bêta, c'est LDL et pré-bêta, c'est VLDL. Eh bien, donc, si quelqu'un présente un syndrome de cholestase, donc si on lui fait une électrophorèse des lipoprotéines, on va trouver une petite hante qui correspond à cette lipoprotéine X. C'est quoi cette lipoprotéine? Cette lipoprotéine X n'existe que chez les personnes qui présentent un syndrome de cholestase. Un sujet normal, non. Par exemple, un sujet normal, il présente les bêta, pré-bêta et alpha, mais il ne présente jamais de lipoprotéine X. C'est quoi cette lipoprotéine? C'est une petite vésicule qui va contenir, donc dans le contenu, donc c'est des acides biliaires, c'est le liquide de la bile avec les acides biliaires. Donc, elle est un peu particulière par rapport aux autres lipoprotéines qui sont formées d'une partie protéine et d'une partie lipidique. Là, il n'y a pas de lipides. Au niveau de cette lipoprotéine, c'est une vésicule à contenu aqueux, alors que les autres, le contenu, c'est des lipides. C'est des lipides, triglycérides, cholestérol, etc. Mais celle-ci, donc, c'est une petite vésicule. Son contenu, donc, c'est du liquide. C'est quoi? Donc, c'est de la bile. C'est de la bile avec ses différents composants. Donc là, c'est à l'épreuve des protéines sériques, vésicule à contenu aqueux riche en cholestérol libre, regardez, et en acide biliaire. Donc là, très pathognomique du syndrome de cholestase, mais bien sûr, il faut avoir ici donc l'appareil d'électrophorèse des protéines. Une si on le fait, bien sûr, on est sûr que c'est un syndrome de cholestase, mais c'est un paramètre qui n'est pas de routine, mais si le technicien, si on a les moyens, on peut donc de faire l'électrophorèse, mais dans les labos qui ont déjà l'électrophorèse. On n'a rien du tout. Oui, un labo central qui n'a pas de...
qui n'a rien. Syndrome d'insuffisance hépatocellulaire. D'accord. Maintenant, le troisième syndrome, c'est l'insuffisance hépatocellulaire. Insuffisant. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le foie, il est insuffisant, c'est-à-dire il est malade. Les cellules hépatiques ne peuvent pas. Quel est le rôle du foie? Vous avez vu le rôle de synthèse des lipides, synthèse des protéines, synthèse des acides biliaires. Si le foie est insuffisant, toutes ces substances ne seront pas synthétisées. Donc l'insuffisance hépatique, c'est l'impossibilité du foie à assurer toutes ces nombreuses fonctions métaboliques, dégradation. Il n'y a pas que synthèse, dégradation, etc. Et excrétion. Ce syndrome peut être en rapport avec une inflammation hépatique aiguë ou bien chronique du foie ou bien secondaire à une résection du foie. Bien sûr, si on enlève une partie du foie, donc il y aura cette partie qui est réséquée, donc il va y avoir un déficit de cellules hépatiques, donc un syndrome d'insuffisance hépatique. Bien sûr, quelles sont les conséquences de ce syndrome? Diminution de l'expression de la bile à l'origine de l'ictère. Là aussi, c'est comme si on a un petit syndrome de cholestase, c'est-à-dire le phénomène d'excrétion de la bile donc, au niveau du duodénum sera déficitaire, tout sera refoulé dans le sang. Diminution de la synthèse des protéines, bien sûr, on aura des hypoprotéidémies. Si on a une hypoprotéidémie, on aura des œdèmes, on aura une acide, on aura des hémorragies par diminution des facteurs de la coagulation, etc. On aura mais également une diminution de la synthèse des lipides. Donc là, il va y avoir au niveau du sang, diminution des triglycérides, du cholestérol, etc. Et bien sûr, il va y avoir la confusion mentale, puis coma hépatique par inhibition là aussi, donc, puisqu'il n'y aura pas de synthèse d'urée. Donc, les lésions, l'ammoniac vont être déversées dans le sang. Il ne peut pas rester, donc, quand le foie il est inondé par les groupements NH3, il sera déversé dans le sang et là, c'est très toxique. Et bien sûr, le premier organe qui va souffrir, ce sont les cellules cérébrales. Donc là, d'abord une confusion mentale, le patient commence à avoir des troubles mentaux, enfin plutôt donc, qui sera donc compliqué d'un coma hépatique. Donc là, le coma, pourquoi on l'appelle coma hépatique? Parce que l'origine du coma, c'est pas un diabète, c'est pas une déshydratation, mais c'est dû donc à l'intoxication du foie par le groupement NH3 parce que le foie est insuffisant. Bien sûr, inhibition de l'uréogénèse et intoxication du cerveau par le NH3. Quelles sont les causes de l'insuffisance hépatocellulaire? Les hépatites, les cirrhoses. Regardez, on revient toujours aux hépatites. Les hépatites seront responsables d'un syndrome de cytolyse, mais également, vous allez voir que ces trois syndromes seront impliqués. Donc là, pour faire la différence, c'est la prédominance de l'un par rapport à l'autre. Hépatite, cirrhose, certaines maladies infectieuses, parasitaire, intoxication, maladies auto-immunes, etc. Du point de vue biologique, qu'est-ce qu'on aura? Augmentation de la bilirubine totale et indirecte. Donc là, pourquoi indirecte? Parce que le foie ne peut pas, c'est lui qui conjugue. Quand il est insuffisant, il ne peut pas conjuguer. Donc c'est la libre qui sera élevée. Et là, donc s'il s'agit d'un enfant, il va y avoir intoxication par le cerveau. Donc on aura un coma, le patient, le bébé, donc il va tomber dans un coma par intoxication par la bilirubine indirecte. Il y aura diminution de la protéidémie, du taux de prothrombine. Donc, j'ai cité TP, mais également tous les autres facteurs de la coagulation. Le malade aura tendance à saigner. Diminution du taux d'urée sanguine et urinaire. Augmentation, bien sûr, du taux d'ammoniac dans le sang. Bien sûr, hypoglycémie. Donc là, c'est le foie qui régule la glycémie. S'il y a un déficit, il y aura une hypoglycémie, hypocholestérolémie et hypotriglycéridémie. Bien sûr, un syndrome de cytolyse est souvent associé. Tout ce qui est, donc bien sûr, quand le foie ne synthétise pas, donc il y aura toujours une petite souffrance cellulaire et ça donne également, donc il y a une association d'un syndrome de cytolyse, mais qui n'est pas très importante s'il s'agit d'une cytolyse uniquement. Donc là, c'est les différents syndromes. Donc là, pour faire la différence, bien sûr, il faut confronter les signes biologiques à la clinique. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une coopération entre cliniciens. Quand vous avez un bilan qui est perturbé, donc il faut toujours essayer d'avoir donc ce réflexe de demander au médecin quels sont les signes qu'il a, etc. S'il a des signes, il faut demander l'avis du médecin. Est-ce qu'il a fait un bilan des radios, une échographie, demander l'avis du médecin donc sur quel syndrome il est orienté et comme ça donc vous serez tranché vous aurez une idée sur l'origine de cette perturbation. Donc là, ce sont les différents. Donc, j'ai cité uniquement les plus importants. Bien sûr, le bilan hépatique de routine qui se fait chez nous, en Algérie, mais également dans le monde entier.
Ce sont des paramètres suffisants pour avoir une notion sur la fonction hépatique et la mise en évidence des différents syndromes. Maintenant, il existe d'autres tests, mais bien sûr très simples. Ce sont de nouveaux tests sanguins pour l'évaluation de la fibrose hépatique qu'on appelle actitest et fibrotest. Donc, la fibrose hépatique, c'est le stade final de l'hépatite. D'accord? Il n'y a pas que l'hépatite d'origine médicamenteuse, d'origine virale, les glycogénoses, la maladie de Wilson, toutes les intoxications hépatiques, ça donne bien sûr une réaction inflammatoire. Quand il y a une inflammation, le stade final, c'est donc elles seront insuffisantes, il va y avoir, elles ne vont pas fonctionner. C'est quoi l'actitest et fibrotest? Donc, ce sont des tests, vous allez voir, qui sont basés, donc c'est des scores, qui sont basés sur des paramètres simples à partir desquels on établit un score. Donc, ces tests donnent des résultats indirects sur le niveau de fibrose et d'inflammation en combinant plusieurs indicateurs sanguins. C'est-à-dire, vous allez voir, de paramètres sanguins. Donc, c'est une alternative. Pourquoi ils sont très importants? C'est une alternative non invasive à la biopsie hépatique. Maintenant, bien sûr, vous savez que les médecins, ils ont souvent recours à la biopsie hépatique. Bien sûr, c'est un geste qui est très traumatisant pour le patient, d'une part, mais également, ça peut donner des hémorragies, surtout en cas d'insuffisance hépatique. Mais pour pallier à cette biopsie hépatique qui est très invasive, on utilise, donc vous allez voir ces actitest et fibrotests qui sont très simples et vous allez voir comment on les évalue à partir de paramètres très de routine, donc des paramètres biochimiques qu'on fait tous les jours. Donc, quel est l'avantage de ces deux tests, actitest et fibrotest? Ils ne sont pas traumatisants par rapport à la biopsie hépatique. Ils se font sur un simple prélèvement sanguin à n'importe quelle heure de la journée. On n'a pas besoin d'être à jeun pour faire donc pour évaluer cet actitest et fibrotest. Ils peuvent être répétés aussi souvent que nécessaire, puisqu'ils ne sont pas, bien sûr, ils ne sont pas traumatisants. C'est juste un prélèvement sanguin et j'aurai une idée sur l'actitest et fibrotest. Ce sont des actes simples qui peuvent être effectués dans n'importe quel laboratoire. Pourquoi? Parce que vous allez voir, ils sont basés sur des paramètres d'hygiène. On n'a pas besoin d'avoir un automate de grande envergure pour pouvoir faire ce fibrotest ou bien cet actitest. Ils sont fiables à 80% en moyenne. C'est quand même beaucoup. Donc, je vais éviter aux malades la biopsie hépatique, surtout les gens qui sont alités, donc ils ont des insuffisances, je sais pas, ils ont des problèmes de coagulation, etc. Donc, on préfère évaluer sa fonction par ces différents tests. Test fibrose hépatique établi d'après les valeurs de dosage de 5 paramètres en fonction de l'âge et du sexe du patient. Ce sont ces paramètres qu'on dose pour pouvoir évaluer globuline. Donc là, l'alpha de macroglobuline, c'est une protéine qu'on trouve au niveau du plasma. Ces protéines, ce sont des protéines qu'on dose dans l'inflammation. Quand il y a une inflammation aiguë bien chronique, elles remontent dans le sang. C'est très simple de les doser par immunostérimétrie. La lipoprotéine 1,1, donc la 1,1, donc c'est une protéine qui est liée au HDL. Donc là aussi, donc elle est très simple, on peut la doser. La bilirubine totale, qui est encore plus simple, et la gamma-G. D'accord? On prélève le patient à n'importe quelle heure, même n'importe quelle heure de la journée, il n'a pas besoin d'être à jeun. Je dose ces différents paramètres et j'établis un score, bien sûr en faisant un calcul mathématique. D'accord? Stade de la fibrose, du foie sain vers la cirrhose. Donc là, et puis, donc à partir des valeurs de ces 5 paramètres, j'évalue, donc je calcule un score et ce score, il va me dire est-ce que le foie est sain, donc de 0 jusqu'à. Donc, il y a plusieurs stades. Stade normal, donc 0, c'est un foie qui est normal. Ensuite, stade 1, stade 2, stade 3, jusqu'à donc, la cirrhose complète. D'accord? Tout simplement, c'est à partir de la valeur de ce test. Quelles sont les indications du fibrotest? Patient atteint d'hépatite virale B et C, ce qui est fréquent. C'est des atteintes, c'est des hépatites chroniques
Maladie alcoolique, donc l'alcool, vous savez que l'alcool est responsable de stéatose hépatique. La stéatose hépatique, c'est l'accumulation de gaz au niveau du foie. Et bien sûr, à la longue, ça devient une cirrhose. Les malades atteints de stéatose hépatique d'origine métabolique. Donc là, la stéatose hépatique, elle peut être d'origine alcoolique, le cas le plus fréquent, mais également le diabète. Le diabète, bien sûr, vous savez que quand quelqu'un est diabétique, le taux de glucose est élevé dans le sang. Ce glucose au niveau du foie, il rentre au niveau du foie et se transforme en triglycérides. Donc, si vous avez remarqué, dans tout bilan d'un diabétique qui n'est pas équilibré, le taux de triglycérides est très élevé. Tout excès de glucose, bien sûr, se transforme. Bien sûr, d'abord, c'est le glycogène, mais quand les capacités du foie, elles sont donc le foie ne peut pas stocker plus que certaines molécules de glycogène. L'excès se transforme en triglycérides. Donc, chez le diabétique, on remarque que tout diabétique a une hyperglycémie, surtout si elle est chronique, elle est ancienne, on remarque qu'il y a une augmentation du taux de triglycérides, tout simplement. Cet excès de glucose se transforme en triglycérides. Bien sûr, toute hypertriglycéridémie va donner une stéatose hépatique et ça donne avec le temps la fibrose. Les hyperlipidémies, donc là, toute cause d'hyperlipidémie, ça peut être souvent, c'est congénital. Il y a des familles qui ont une hypercholestérolémie ou bien hyperlipidémie. Là, c'est génétique, on ne peut rien faire. Seul le régime alimentaire peut donc diminuer donc, ce taux d'hyperlipidémie, soit cholestérol, soit triglycérides. Donc là, c'est le régime alimentaire. Et puis, il y a des traitements. Il y a des traitements hypocholestérolémie, hypolipidémie, quand même, qui peuvent diminuer, surtout quand il s'agit de taux de cholestérol. Et bien sûr, les patients avec surpoids. Donc là, c'est un excès donc, de la masse adipeuse qui peut évoluer avec la masse adipeuse. Donc là, le surpoids, donc il a de la graisse un peu partout, mais également cette graisse, elle peut se localiser au niveau du foie et ça donne une stéatose hépatique. Donc là, ce sont les indications de ce fibrotest. Maintenant, l'actitest. Donc le fibrotest, il évalue la fibrose. L'actitest, il évalue l'inflammation, c'est-à-dire le stade avant la fibrose. L'actitest donne une estimation de l'intensité de l'inflammation. Regardez, donc le foie, d'abord, il est inflammé. Ensuite, avec le temps, si cette inflammation n'est pas traitée, ça devient chronique. La chronicité va passer vers la fibrose qui est la cirrhose. Donc, l'actitest donne une estimation de l'intensité de l'inflammation et de l'activité de destruction des cellules hépatiques à partir donc, de 6 paramètres biochimiques. Alors, on avait dit pour le fibrotest 5 paramètres. C'est la même chose pour l'actitest. Ce sont les 5 paramètres du fibrotest, c'est-à-dire la de macroglobuline, la lactoglobuline, la gamma-GT, la bilirubine, et puis le dernier, voilà. Et puis, donc, on rajoute la LAT ou bien GPT. Donc, 5 paramètres du fibrotest plus 1, ça fait 6 paramètres. Même chose, on fait un prélèvement à n'importe quelle de la journée, on donne ces différents paramètres et on calcule, donc on trouve la valeur de l'actitest. Il est indiqué chez les patients atteints d'hépatite virale chronique B, C et B. Donc là, on évalue l'inflammation de l'atteinte hépatique, le degré de l'inflammation. Pour être, on va classer le patient. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que son inflammation, elle est assez avancée, voire passer à la chronicité et à la fibrose. Du fibrotest et de l'actitest. Donc ici, bien sûr, tous ces différents paramètres, c'est on va bien sûr, c'est-à-dire les valeurs normales varient en fonction de l'âge et du sexe, etc. On doit tenir compte de l'âge, du sexe et bien sûr des valeurs de dosage, bien sûr du paramètre du laboratoire. Donc la combinaison de l'âge, du sexe et des valeurs de différents paramètres biochimiques par une formule mathématique permet le calcul d'un score dont les résultats permettent d'établir le stade de la fibrose ou bien de l'inflammation. Cette formule, le problème, c'est d'acquérir cette formule. Parce que cette formule, c'est par les hôpitaux de Paris. Donc, c'est un brevet AP. Cette formule a été créée par le professeur Thierry Poinard. Donc, bien sûr, je demande à ce professeur ou bien à cet organisme pour pouvoir avoir la formule.
faut payer, soit il faut donner, mais même il n'a pas l'autorisation de, mais c'est Professeur Abdi. Abdi a eu une coupure d'Internet. Professeur Abdi. Alors, je pense que le professeur Abdi et Madame Awes ont eu une coupure d'Internet. Elles vont essayer de régler le problème. S'il vous plaît, patientez un peu, s'il vous plaît. Faites une pause de 5 minutes, le temps de régler le problème. Je vais voir c'est quoi le problème à leur niveau. Alors, les gens qui demandent les communications en PDF, en fin de formation, on va les transmettre via le chat. D'accord? Toutes les communications d'aujourd'hui vont être partagées via le chat par Madame Khadija. Professeur Abdi? Alors, on fait une pause de 5 minutes, le temps de contacter le professeur Abdi et voir c'est quoi le problème. Merci, on s'excuse encore. Vous connaissez les aléas de l'Internet. Madame Awad, essayez d'activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'écoutez, Oui. Madame Safti? Oui, très bien. Très bien. Je vous écoute très bien. Là, c'est désactiver le son. Le son indique? Alors, professeur Abdi, s'il vous plaît, activez votre micro. ah, c'est bon. C'est bon? Oui, On vous entend très bien. très bien, d'accord. Attends, on repart alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Voilà, ici, donc, voilà, c'est le résultat du fibrotest. Voilà, donc ici, vous avez donc 5 niveaux donc, de résultats F0, F1, F2, F3, F4. Bien sûr, le F4, c'est un niveau élevé donc, de fibrose. Bien sûr, c'est un signe de très mauvais pronostic. Et bien sûr, le F0, c'est un sujet qui est normal. Regardez d'ailleurs, la couleur, elle est en vert. Regardez si le score, quand on fait, bien sûr, si on a l'autorisation de cette formule mathématique, donc à partir de ces paramètres, on aura une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Ce score varie de 0 à 1. Bien sûr, 0, ça veut dire que le patient, il est F0, il n'a pas de fibrose. Et bien sûr, le maximum, c'est d'avoir une valeur de 1. Le de 1, c'est
il a dépassé le stade 4, le F4. C'est un niveau très élevé de fibrose. Donc là aussi, si je prends ce patient, regardez, regardez ce qui est en bleu, c'est le niveau de fibrose. Son score est égal à 0,88. Bien sûr, c'est un niveau qui est très élevé. Donc le patient, il est en stade de F4, c'est un stade avancé de la fibrose. Même chose pour l'acti-test. Donc c'est toujours des valeurs qui sont comprises entre 0 et 1. 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflammation. Et bien sûr, le 1, c'est le stade maximum d'atteinte inflammatoire. Là aussi, regardez, donc vous avez 4 niveaux. A0, c'est 0. Donc A1, A2, A3, ce sont des stades d'inflammation. Et bien sûr, si je prends cet exemple de patient, il a un score de 0,19. Regardez, c'est un patient qui est presque normal. Il n'est même pas arrivé. Donc, il commence bien sûr à arriver au stade A1, mais c'est pas grave. On peut dire que c'est un sujet normal. Donc, en conclusion, ces différents syndromes vus de façon analytique ne sont pas rencontrés isolément. Donc, c'est ce que j'ai dit. Si on prend un syndrome de cytolyse, on trouve toujours une cholestase associée, une inflammation associée, mais diversement associée au cours d'une maladie hépatique. Au cours des maladies hépatiques chroniques, le recours aux tests spécifiques hépatiques est indispensable des patients dont le foie est déjà fragilisé pour pouvoir subir une ponction biopsie hépatique. Donc là, l'intérêt de ces tests, fibrotest et acti-test, bien sûr, c'est de pallier à la biopsie hépatique qui est très, très, donc, puisqu'elle se fait sur des malades déjà fragilisés, donc qui sont malades, ils ont plusieurs c'est des comorbides, donc là, on préfère donc avoir ces différents tests, mais l'idéal, c'est d'avoir la formule pour pouvoir calculer à partir de simples paramètres chimiques ces différents donc tests, voilà, de fibrotest et acti-test. Et je vous remercie. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame Awad, on vous entend. Alors, merci à professeur Abdi pour cette intervention. Il va mieux que... Oui. Donc, je vais changer de micro un moment, s'il vous plaît. Voilà. Donc, merci pour votre intervention. Personnellement, j'ai noté en suivant la présentation pas mal de choses, de nouvelles choses que je viens de découvrir. C'est vrai que ça évolue vite, tout ce qui est diagnostic biologique et tout ce qui est paramètres d'évaluation des différents organes. Si je ne me trompe pas, professeur Abdi, donc il y a eu déjà l'introduction de l'OCT comme dosage comme paramètre fidèle pour évaluer le fonctionnement hépatique, ainsi que la lipoprotéine X lors du syndrome des cholestases. Déjà, ça, c'est une nouveauté. Donc, aussi pour l'activité, c'est vrai que je rejoins votre avis. J'espère qu'on aura, Inch'Allah, très bientôt cette capacité de travailler avec voilà, la permission d'avoir le brevet pour faire ces types d'analyses. Ça sera qu'un plus pour l'évaluation des fibroses et pour l'évaluation des syndromes inflammatoires hépatiques. Donc, il y avait des questions qu'on a posées au niveau du chat. Alors, il y a le laboratoire de l'EPH Borgeride qui pose la question pourquoi les médecins ne demandent pas le dosage de la LDH en cas d'insuffisance hépatique. Généralement, on demande que les azates, les alates, la phosphatase alcaline et les bilirubines. Il demande d'après cette question, si vous pouvez répondre, professeur. C'est-à-dire pourquoi ils ne demandent pas la LDH. Tout à fait. Donc là, c'est une lacune. Donc normalement, un bilan hépatique complet, convenable, il faut qu'il y ait transaminase, LDH, au moins ces trois enzymes. Donc là, en plus, la LDH, c'est un examen qui est très simple. Donc c'est un examen de routine. Je ne vois pas pourquoi, donc, à moins que le médecin il est mal formé, donc il ne connaît pas l'utilité de ce paramètre dans les différents syndromes hépatiques. Mais c'est très important, il doit être associé. Même maintenant, c'est à vous, donc les biologistes, si vous recevez donc un bilan hépatique, mettez, donc vous savez maintenant ce que c'est un bilan hépatique complet. Il n'y a pas de transaminase sans LDH, sans gamma GT, bien sûr.
il faut pas hésiter à demander les signes cliniques de la part du technicien qui vient prendre les résultats, etc. Mais même si ça sera pour le lendemain, vous pouvez toujours garder. Il faut être curieux. En biologie, en médecine, il faut être curieux. D'accord? C'est comme ça que vous allez être formé. Tout à fait. Mais puis, même prendre l'initiative, des fois, de rajouter certains paramètres si on a les réactions. Non, maintenant, chez nous, ils le font. Les techniciens, ils prennent des initiatives. Ils demandent, les médecins, ils demandent urée pour évaluer la fonction rénale. Alors que maintenant, ils savent que je leur ai. C'est-à-dire qu'avec le temps, ils se forgent. Voilà, ils se forgent, ils demandent, sauf bien sûr quand il y a les moyens. Sauf s'il n'y a pas de moyens. Sauf s'il n'y a pas de spectro. Alors, merci. Pour le laboratoire de CAC, laboratoire CAC de Blabès, ils ont demandé d'après, alors que les sujets sains, est-ce que les azates sont toujours supérieurs aux alates? Non, pour le foie, c'est les alates qui sont supérieures. D'accord. Ici, c'est une question pourquoi? C'est une question de compartiment, parce que au niveau hépatique, les alates, elles sont cytosoliques, les azates sont mitochondriales. Donc, tout ce qui est cytosolique, il passe facilement dans le sang. Par contre, la mitochondriale, il doit d'abord franchir la membrane mitochondriale. C'est lent. C'est pour ça qu'en cas de foie, oui, c'est une très bonne question parce que si vous avez alate supérieure à azate, vous êtes orienté surtout vers le foie. Mais si c'est le contraire, azate supérieur à alate, c'est toujours une cytolyse hépatique, mais vous êtes orienté vers le cœur et les muscles. D'accord? Parce que dans le muscle, c'est le contraire. L'azate, elle est cytosolique et l'alate, elle est mitochondriale. Tout à fait. C'est un système antagoniste en quelque sorte. Donc, en cas d'hépatite, quels sont les paramètres qui sont élevés? En cas d'hépatite A, il a bien précisé. Oui, hépatite, inflammation. Donc, il va y avoir le syndrome de cytolyse. C'est comme l'hépatite B, l'hépatite C, vous aurez des transaminases. Vous aurez un syndrome de cytolyse, mais également un petit syndrome de cholestérol, bilirubine, transaminase, LDH. Donc, j'ai dit, donc, vous êtes orienté vers un syndrome, mais généralement, ils sont tous associés. C'est la prédominance d'un syndrome par rapport à l'autre qui va franchir, d'accord? Plutôt qui va trancher. D'accord? Mais sinon, ils sont associés. Donc, on trouve une élévation de tous les paramètres, mais bien sûr, surtout quand il s'agit de passage de la chronicité, parce que ça commence à se stabiliser, mais donc là, c'est le flou. Donc là, bien sûr, c'est ça l'intérêt de la clinique, l'intérêt d'avoir des signes cliniques pour pouvoir trancher vers un syndrome ou un autre. Tout à fait. D'ailleurs, les renseignements cliniques, c'est très important. C'est des indicateurs d'orientation vers la fiche technique, il faut qu'elle biologique. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rentre dans le respect de la phase préanalytique. Oui, bien sûr. On est toujours dans le contrôle de qualité aussi. Donc, dans ce qu'ils ont demandé d'après mon email, je vais l'écrire dans le chat. Une autre question, et là, c'est une question personnelle. Donc, est-ce que les analyses biochimiques seules suffisent pour interpréter un bilan hépatique complet? C'est-à-dire seul, oui. Rien n'est seul. En biologie, bien sûr, il faut que, bien sûr, la biologie va vous orienter, mais elle est très importante. Elle représente 90% du diagnostic. D'accord? Biochimique, docteur. Oui, biochimique. C'est-à-dire ici, dans ce type de situation, quand le foie, c'est surtout biochimique. Voilà. Mais on peut faire d'autres paramètres, le TP, parce que c'est vrai, c'est hémobio, mais c'est biochimie parce que le TP, c'est en dose, c'est-à-dire on évalue l'activité du facteur du TP, du taux de prothrombine. La prothrombine, c'est une protéine. On peut dire que c'est un paramètre biochimique. Je vais tout mettre. Oui. Là, oui, bien sûr, la sérologie virale, etc. Donc oui, la biologie, elle vous oriente, donc, c'est-à-dire elle fait 90% le diagnostic. Très bien, merci. Alors, bien sûr, il faut que ça soit bien fait, bien contrôlé, bien sûr. On a parlé du contrôle de qualité, donc il faut que les résultats représentent vraiment, elles reflètent l'état clinique du patient. C'est l'intérêt du contrôle de qualité. Merci. Alors, sachant que l'hépatite C est la première pathologie professionnelle, on va dire, contaminante des professionnels de santé, surtout en Algérie. Que recommandez-vous, professeur, pour le suivi des patients qui ont été atteints d'hépatite C et qui ont guéri? Mais normalement, ils doivent suivre cette bien sûr, évaluation. Il faut la sérologie virale, il faut également bien sûr, il faut évaluer la charge virale. Parce que normalement, avec le temps, elle diminue.
mais également la fonction hépatique, c'est très important. Donc, il faut évaluer les différents fibrotests, même si on n'a pas de calcul pour faire ces différents tests, quand même, je vais doser la phase de macroglobine, etc., les 6 paramètres, et puis surtout le bilan hépatique. Ça va m'orienter. S'il est normal, ça veut dire que le patient il est en état stationnaire. Généralement, il ne sera jamais normal. Il est toujours légèrement élevé, mais pas aussi élevé qu'il était en phase aiguë. C'est quand même le bilan hépatique, c'est la charge virale, la sérologie de l'hépatite C. Merci. Une dernière question, juste avant de passer à la troisième présentation. Donc, nous sommes en post-Covid-19, Oui. si on peut le dire. C'est une accalmie nationale et j'espère qu'elle va durer. Alors, quels sont les examens hépatiques d'ordre biochimique à surveiller chez un patient en post-Covid-19? Oui, post-Covid-19, donc là, vous savez que le Covid, il donne des dommages hépatiques, des dommages de tous les viscères, de tous les organes. Vous avez le cerveau, vous avez le foie, les reins, donc les muscles, etc. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, généralement, il faut évaluer, contrôler la fonction hépatique, surtout les deux fonctions les plus importantes, la fonction hépatique rénale. Donc là, il faut un bilan hépatique de temps en temps. Il faut suivre jusqu'à ce qu'il se normalise, d'accord? Parce que ça donne des séquelles. Donc, le foie, généralement, les malades post-Covid, ils développent un diabète. C'est dû à quoi? C'est dû à l'atteinte surtout hépatique, mais également l'atteinte pancréatique. Mais généralement, c'est des diabètes de type 2. Donc, c'est surtout l'atteinte hépatique. Le foie, il n'est plus capable de réguler la glycémie et ça donne souvent les post-Covid développent un diabète de type 2. Donc, j'imagine que vous avez eu des patients qui ont atterri chez vous, surtout nous, chez nous, à Blida. Et ils ont développé un diabète. Et puis, fonction rénale. Fonction rénale, c'est très... Il y a beaucoup de gens qui ont développé une insuffisance rénale après le Covid. Parce que elles étaient très... Secondaires. Oui, secondaires au Covid. Parce que le Covid, il pénètre dans les cellules rénales et puis donc il va entraîner bien sûr des dégâts. Et puis dans ce dysfonctionnement se manifeste par une fonction rénale qui est anormale. Et là aussi, beaucoup de malades ont présenté une insuffisance rénale après Covid, même si elle est légère. Parce que la légère, elle peut évoluer vers la plus importante, etc. Merci beaucoup, professeur. Merci de nous avoir donné de votre temps. Il y a eu encore des questions sur le chat sur les parasitoses hépatiques. Et là, je pense qu'on est en évidence grâce à des techniques sérologiques. Oui. N'est-ce pas? C'est un diagnostic parasitologique, mais généralement, l'échographie, donc, elle nous oriente vers des kystes parasitaires. C'est très important, l'IRM, etc. Et puis, la biologie, c'est surtout des examens parasitologiques. Merci beaucoup, professeur Abdé.